Et d'ailleurs, 17 décembre 2023. Merci d'être à l'écoute de l'Air du temps. Avant d'entamer cette émission, j'aimerais, au nom du groupe Emedia, rendre hommage à nos lauréats qui ont raflé des prix à l'EGICOM. Il s'agit de Aïssatou Kane qui a remporté le prix scientifique, Marly Diallo qui a remporté le prix FASNEC, Pape Ibrahima Ndiaye qui a remporté le prix télévision, Pape Alioune Sarr qui a remporté le prix des droits de l'homme. Tous sont du groupe Emedia. Toutes nos félicitations, notre fierté d'avoir ces jeunes avec nous qui sont des travailleurs, qui se battent nuit et jour pour montrer le meilleur du journalisme au Sénégal. Merci à vous les gars, nous sommes contents de vous, fiers de vous. C'est Kanam. Donc l'émission démarre aujourd'hui donc avec Doudou Sarr Nyon, qui est directeur général du BIC, le Bureau d'information gouvernementale, journaliste, et Amidou Ba, qui est aussi journaliste, qui est aussi écrivain, politologue. Amidou aussi enseigne la science politique au niveau de l'EGICOM, un peu partout dans des instituts au Sénégal. Merci, monsieur, d'avoir accepté nos invitations. La Cour suprême doit connaître de l'affaire Ousmane Sonko. Tout récemment, le tribunal de grande instance de Dakar avait dit qu'Ousmane Sonko doit être réintégré dans la liste électorale. Les avocats de l'État ont dit qu'ils vont faire pourvoi en cassation, ils font pourvoir en cassation. Donc la Cour suprême sera donc aujourd'hui, va en parler dans les prochains jours. Amidou, comment peut-on analyser ce marathon judiciaire? On peut voir plusieurs choses. Merci en tout cas déjà pour l'invitation. Et moi je considère qu'on est toujours dans le champ politique où il y a toujours des configurations, reconfigurations. Et ce marathon judiciaire n'est qu'un combat, en tout cas, prolongé dans d'autres espaces qui ne sont pas habituels. On sait que le tribunal peut être, à bien des égards, un champ politique au même titre que le champ politique traditionnel, que ce soit lors d'une élection. Mais voilà, ce marathon, moi, je l'ai dit quand j'étais venu ici en octobre, je pense que il y a ce qu'il faut considérer, c'est par rapport au temps. Pour moi, c'est une question de timing. Les deux parties jouent sur le facteur temps. Et si on va en justice, le temps de la justice est très différent. Mais littéralement, du temps politique qui est tout le temps dans l'urgence, tout le temps parce qu'il y a l'échéance. Tout va être analysé par rapport à 2024. Alors que le temps de la justice est très lent. Et c'est ce qui fait que ce que j'ai considéré, ce que j'ai analysé par rapport à cette situation, c'est que je me rends compte que la plupart des Sénégalais ont une culture juridique, une culture politique très limitée. D'où, moi, quand j'entends les gens analyser une décision de justice qui n'a pas encore, en tout cas, on n'est pas à la fin du marathon, on se rend compte que voilà, il y a affaire par rapport à cette situation-là. Mais le temps de la justice est différent du temps politique. Moi, c'est un. Deux, c'est pour moi un combat politique dans les tribunaux que des acteurs politiques sont en train de se faire. Ce qui est pour moi, en tout cas dans l'analyse de la sociologie politique, tout à fait banal, tout à fait normal. Maintenant, on verra comment ça va poursuivre. Doudou, comment analysez-vous? Quelle lecture faites-vous de cette affaire? Hassan, je voudrais vous remercier de cette invitation. Je pense qu'avant de répondre à la question, je rebondis un peu sur les félicitations que vous avez adressées aux journalistes de Emedia. Je pense que c'est une fierté que de voir de jeunes journalistes en arriver à ce niveau de compétence. Je pense que ça, c'est extrêmement important qu'on puisse le dire. Je pense que sur la question judiciaire, peut-être que moi, je serai dans une position un peu équivoque pour ne pas trop entrer dans les détails, simplement parce qu'il s'agit d'une question pendante devant la justice. On est dans la procédure, d'autant plus que les avocats de l'État ont décidé de se pourvoir en cassation. Mais ce qui est important à noter, pour moi, ce sont les considérations d'ordre général. C'est de se dire au moins sur une question aussi importante que cette affaire-là, la justice a suivi son cours normal. Et aujourd'hui, autant les avocats de l'État que les avocats de la défense, donc toute la procédure a été suivie. Et je pense qu'il faudrait peut-être s'en féliciter. Et féliciter aussi notre justice. Quoi qu'on dise, moi, de la position où je suis dans une perspective de dire la justice sénégalaise elle est indépendante. Les magistrats prennent des décisions suivant leur intime conviction. Mais ce qui est fondamental pour moi, c'est qu'il n'y a pas lieu de raison de devoir bousculer un peu les juges dans l'exécution du mandat qui leur a été confié. Donc, laissons le soin à la justice de suivre son cours, de dire le droit
et à chacune des parties d'en tirer toutes les conséquences. Mais aujourd'hui, quoi qu'on dise, suivant le processus qui a été mis en œuvre, on peut valablement dire que les questions qui se sont posées par le passé sur un peu la nature de notre justice, sur un peu de la nature des acteurs de notre justice, aujourd'hui, tel qu'on voit les choses, mais on se rend compte effectivement que le Sénégal garde ses standards en matière judiciaire. Moi, peut-être c'est le niveau d'analyse que je voudrais partager avec vos auditeurs et les téléspectateurs sur cette question-là. Ouais, mais certains disent que souvent la justice sénégalaise n'est pas indépendante. On a l'impression, quand il s'agit de dossiers politiques, la justice juge en fonction des positions des uns et des autres. Il y a un dilemme à ce niveau-là. Parce qu'il faut comprendre que dans une démocratie, moi je pense que le Sénégal n'en est pas encore une, ne remplit pas toutes les conditions pour en être. Pourquoi La définition de la démocratie telle que Périclès l'a faite Thucydide raconte dans la guerre du Péloponnèse une séquence de l'oraison funèbre de Périclès, qui était un homme politique très influent, dit que pour avoir de la démocratie, il faut 3 conditions. L'isonomia, l'égalité de tous les citoyens devant la justice, devant la loi. L'isocratia, la possibilité pour tous les citoyens de participer aux décisions politiques. Et l'isogoria, l'application, c'est l'ancêtre du principe de la liberté d'expression. Et quand on analyse plus tard, on se rend compte que les gens appellent improprement des pays qui font des élections, des démocraties, alors que l'élection, dans la perspective de Périclès, était oligarchique et non démocratique. La démocratie suppose le choix des représentants par le tirage au sort. C'est ce qui était le cas. Maintenant, parce qu'on a des grandes démographies, on a pensé à substituer cette vision de la démocratie par la démocratie représentative, par la voix de députés, de personnes élues. Et on s'est rendu compte que le processus de l'élection va vers ce qu'on appelle le suffrage, non pas universel, mais censitaire. Et ça, il y a beaucoup de travaux de Daniel Gaxi, Loïc Blondio et j'en passe, Schopenter, qui montrent qu'il y a des facteurs bloquants pour certaines catégories sociales, quand ces catégories-là veulent participer au processus décisionnel. Si on regarde juste la grille, et on se rend compte que même les États-Unis, même beaucoup de pays qu'on considère comme des démocraties, ne sont pas des démocraties. Mais ça, c'est ce que moi j'appelle des postulats impopulaires. Tout le monde pense que parce qu'il y a des élections, voilà, on est une démocratie. Pour moi, il y a des acquis de part et d'autre, mais il y a des choses sur lesquelles il faudra travailler par rapport à cela. Maintenant, j'en viens à la question de la légalité. Le premier critère dont parlait Périclès. Quand on regarde par exemple nos hommes politiques, selon qu'ils sont de l'opposition ou du pouvoir, sont traités parfois différemment. En tout cas, il y a un narratif autour de la justice qui change. Selon que cette décision m'arrange aujourd'hui, la justice elle est indépendante. Demain, si ça ne m'arrange pas, la justice elle est corrompue. Il faut faire un choix. C'est ce qui fait que moi je me dis, est-ce qu'on, dans notre système politique, on va vers un statut spécifique des hommes politiques qui font qu'ils ont leur juridiction, en tout cas ils se retrouvent en dehors de la sphère globale de la société qui est traitée, parce que quand un citoyen lambda va au tribunal, il n'oserait même pas dire ce genre de choses. Maintenant, si ça t'arrange demain, tu changes, on va t'appeler, on va dire, mais il faut choisir. Soit elle est indépendante, soit elle ne l'est pas. Mais tu ne peux pas regarder tous les hommes politiques. Quand ils ont été dans l'opposition, quand ils étaient au pouvoir, ils ont un discours différent par rapport à la politique. Pour moi, il faut régler le statut des hommes politiques par rapport à la justice, parce qu'ils participent au discrédit des institutions. En entendant, il y a beaucoup de citoyens qui ne sont pas vraiment au fait, qui n'ont pas les connaissances de base pour quelqu'un qui a fait institution judiciaire ou droit constitutionnel, qui font qu'il y a un flou. Alors qu'on a besoin d'avoir des institutions judiciaires fortes. Et que ce que les institutions prévoient, c'est qu'à chaque fois que vous n'êtes pas content d'une décision, il y a des moyens de recours. C'est ce qui est prévu. Maintenant, le narratif là, la surenchère, selon que ça nous arrange et que ça ne nous arrange pas, ça ne participe pas. En tout cas, ce n'est pas une bonne démarche pour les citoyens qui ont besoin aussi de développer une culture juridique. Savoir qu'il y a des moyens de recours. Et les moyens de recours, ce n'est pas les médias. Est-ce qu'il n'y a pas une course contre la montre dans cette affaire Ousmane Sonko? Aujourd'hui, certains déjà disent que le fait que le juge ait demandé qu'il soit réinscrit dans le liste électorale et que la révision de liste électorale c'est prévu pour l'année prochaine. Donc, matériellement, c'est un problème pour lui. Mais Alassane, j'aurais bien aimé rebondir un peu sur certains aspects développés par le professeur, parce qu'il a parlé d'un auteur que je connais très bien, Daniel Gaxi, Le sens caché.
Mais peut-être on aura l'occasion de revenir sur ces questions-là. Mais je pense qu'Alassane, il est important de comprendre une chose. Que le processus que nous suivons, c'est un processus évolutif. Les questions qui sont adressées à la justice, je pense que c'est des questions extrêmement importantes. Malheureusement, dans notre pays, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est ce que j'appelle l'expertise profane. Il y a des gens qui, peut-être, ils n'ont pas la qualité pour discuter de certaines questions ou de certaines notions, mais qui, peut-être, de par leur accès aux médias, ont la prétention de tout dire et de tout savoir. Et de ce point de vue, ils participent à créer une sorte d'identité floue ou d'environnement ou d'atmosphère floue qui ne nous permettent pas de voir de la visibilité. Mais ce qui est sûr, c'est que les sachants comprennent véritablement que dans le processus, seule la justice est habilitée à dire le droit et à donner ou à enseigner ou à dire voilà la décision qu'il faut appliquer. Je pense que si nous avons confiance à nos institutions, ou si nous avons confiance à la séparation des pouvoirs, je pense que laissons le soin à la justice de dire le droit et à toutes les parties d'en tirer toutes les conséquences. Et je pense qu'en le faisant, ça nous permet au moins de régler une question fondamentale, c'est que le processus démocratique dans ce pays ne saurait être interrompu par des affaires, qu'elles soient politiques, économiques, sociales ou culturelles, simplement parce que c'est un pays qui se veut démocratique et où la liberté de tout chacun est respectée au niveau des différentes institutions. Et cette histoire aujourd'hui, certains partisans de Ousmane Sonko estiment que tout est fait pour qu'ils ne puissent pas participer à la prochaine présidentielle. Ils sont dans leur rôle normal. Pour moi, là, il faut que les gens aient un peu plus aussi de culture politique sur ces questions-là. Vous savez, le rôle de l'opposition, c'est de critiquer l'action gouvernementale. Ça ne change absolument pas. Que ça soit aux États-Unis, en France, peu importe, même en Russie, où les gens considèrent que c'est une dictature, mais on est dans le jeu politique et chaque institution, vous savez, tous les partis politiques ont le même objectif, c'est de gagner le pouvoir, Oui. de l'exercer, de le conserver. Et donc, selon leur posture du moment, ils vont voir rouge. Par exemple, tout ce que le gouvernement va faire, pour eux, dès le départ, il y a de la mauvaise foi, c'est pas la bonne priorité, c'est pas telle chose. C'est le jeu normal. Et moi, je considère que dans un pays normal, l'opposant le plus radical peut servir de conseiller très pratique. Parce que ceux que vous nommez peuvent parfois ne pas vous dire certaines choses pour vous ménager. On a eu avec Abdou Diouf ou d'autres. Et ça se comprend. C'est-à-dire que pour moi, c'est une question de culture politique à ce niveau-là, la surenchère, mais maintenant, il faut maintenant tirer les conséquences de chaque prise de position publique. Quand vous dites une chose, ça peut vous... peut y avoir des conséquences juridiques, administratives, tout ça. Mais ça, il faut comprendre que c'est dans le jeu. L'opposition joue son rôle. C'est-à-dire que quand ça ne l'arrange pas, on fait de la surenchère. Et on voit, eux-mêmes, ils savent, mais c'est des ennemis publics. Il faut juste que les gens comprennent que quand les partis politiques ne sont pas d'accord et qu'ils le disent parfois de façon virulente même, que ce soit le pouvoir ou l'opposition, l'idée c'est que ces acteurs politiques-là n'ont pas la même vision politique sur la direction du pays, sur l'économie, sur les questions de développement et tout ce qui va avec. Vous choisissez de faire les bourses familiales, on te dit que non, c'est du gaspillage. Il faut investir dans l'emploi, parce que c'est l'emploi qui permet de... Ça te permet de rebondir en disant ok, peut-être qu'on va faire quelque chose sur l'emploi. Vous proposez au FESBAN, on va dire non, c'est pas la bonne démarche. Mais l'idée ici, c'est qu'il sert de critique. Et dans certains pays, par exemple, prenez l'Angleterre, il y a même un shadow cabinet. Il y a un gouvernement de l'opposition. C'est-à-dire que ce que le ministre de l'économie fait, ce que le ministre, n'importe quel ministre, on en a l'exemple dans l'opposition et ce qui fait que ces gens-là servent de source d'information, de source critique qui font que quand il y a même changement de gouvernement, ça va très vite en Angleterre parce que les gens sont déjà prêts à venir continuer le travail en sachant que c'est le jeu. C'est un jeu. On parle de jeu politique. Et que donc, normalement, il ne doit pas être des ennemis privés. Cette agressivité qu'on voit dans les discours et les prises de position, c'est dans le jeu public. Mais regardez dans les affaires privées, beaucoup de politiques ont des liens de parenté, sont originaires des mêmes partis politiques. Vous prenez le cas le plus cocasse dernièrement, c'est Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, qui ont été frères qui ont été dans le même parti politique originalement et qui se sont opposés, vous vous souvenez de l'affaire depuis 2010, mais pourtant ils se sont retrouvés finalement. Donc il faut que les gens comprennent que le jeu politique, on est ennemi public parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on veut la même chose,
le pouvoir, tout le monde ne peut pas l'avoir en même temps, mais qu'après, il ne faut pas que ça dépasse certaines proportions. Il faut que les gens aient une conscience historique, une culture politique qui permette de savoir que tout ce que vous dites a un impact sur des millions de personnes. Ouais. Le deuxième sujet de notre débat, c'est la COP 28 qui vient de se terminer. Il y a beaucoup de déceptions pour beaucoup de participants. Ils estiment que la thématique qui a été développée est mise en place pour essayer d'empêcher aux pays pauvres de pouvoir bénéficier de leurs ressources fossiles. Est-ce que le Sénégal, dans cette situation-là, qui a signé cette charte, même s'il y avait des réserves, il y a un problème parce que le Sénégal vient d'avoir des ressources qu'il n'a pas encore développées, au moment où dans d'autres pays, on est dans une autre switch. Mais je pense qu'Alsan, sur la question relative à la COP28, moi je suis sur la même ligne que la position qui a été dégagée par le président Macky Sall. C'est juste un exemple très, très simple. Il ressort des débats que l'Afrique ne représente que 4% des émissions de gaz à effet de serre. Donc 96% d'émissions proviennent des pays riches. Ça c'est un. Que pour l'essentiel, ces pays exploitent aussi des énergies fossiles. J'en veux pour preuve certains pays européens aujourd'hui en reviennent au charbon. Est-ce que valablement il n'y a pas lieu aujourd'hui de réfléchir sur la notion de justice climatique? Est-ce que nous, le principe du pollueur-payeur, est-ce qu'il ne devrait pas être appliqué? Ça, c'est un vieux débat qui ressurgit. Je pense qu'il est important aujourd'hui que les grandes puissances sachent qu'il y a nécessité d'en arriver à une justice climatique. Aujourd'hui, nos pays, on ne peut pas leur imposer un choix de leur dire, écoute, soit vous êtes dans la lutte contre le changement climatique et vous faites abstraction des options de développement. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, tout le monde sait, dans un pays comme le Sénégal, la production de pétrole et de gaz ouvre de véritables perspectives de développement. Mais est-ce que nous devons, simplement parce qu'il y a une décision unilatérale qui a été prise, de devoir surseoir à nos ambitions de développement? Moi, je ne le pense pas. Donc aujourd'hui, il y a nécessité de revoir un peu le paradigme qui porte sur les changements climatiques et de faire en sorte que nos pays puissent être dans une transition énergétique. Ça, c'est l'option qui doit être très claire, qui doit être défendue par l'Afrique pour au moins en arriver à un stade de développement. Sinon, on sera dans une position assez complexe. Donc je suis d'avis aujourd'hui que la COP28, c'est vrai, mais il faut revenir à Glasgow, où certaines questions avaient été abordées, où des promesses avaient été faites, où des engagements avaient été pris, mais on se rend compte effectivement aucun engagement n'est respecté. Donc aujourd'hui, je pense que l'Afrique a le droit de dire non pour une première fois sur l'approche qui a été développée par la COP. Sinon, mais on serait dans une posture ou dans une position où ça va être extrêmement difficile pour nos pays d'être remorqués à la logique de développement. Parce que simplement, c'est des questions extrêmement sensibles. Aujourd'hui, Alsan, 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie, à l'électricité. Est-ce qu'il faut surseoir à ce processus d'accès universel en termes d'électricité, en termes d'eau ou de révolution agricole, simplement pour en arriver à une position où il faut être d'accord sur le principe qui a été dégagé par la COP? Je ne le pense pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, des pays africains comme le Sénégal peuvent supporter le rapport de force? Il y a un rapport de force international. Moi, je considère simplement que le Sénégal doit rester réaliste. Réaliste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des pays industriels qui ont pollué pendant combien de siècles? On parle de première révolution industrielle, deuxième révolution industrielle. Décide du jour au lendemain que maintenant, on a assez pollué, il faut que les gens arrêtent. Moi, je suis pour que le Sénégal exploite toutes ses possibilités. Je ne dis pas non à la transition. Mais il y a quand même un impact sur le changement climatique, sur le Sénégal. Oui, mais si vous allez dans il est allé à 4%. Il y a même des chiffres qui disent que c'est 2 à 3%. Oui, mais ce que l'Afrique en entier... Les populations vivent aujourd'hui les changements climatiques. Mais ce n'est pas du fait des pays africains. Les pays africains ne sont pas industrialisés. Elles vivent déjà. Elles vivent cette situation-là. Oui, mais c'est pas... C'est-à-dire que vous voyez, l'Afrique, comme toujours, subit les conséquences de l'action d'industries et de pays occidentaux. Et que maintenant que les gens, il y a une prise de conscience progressive mais lente sur ces questions-là, et qu'on va encore décider que l'Afrique va encore trinquer. Pour moi, je suis pour l'option d'utiliser bien sûr les énergies qu'on a dans la mesure du possible, mais bien sûr dans les limites du raisonnable, et de l'autre côté, exploiter le potentiel des énergies propres. Pour moi,
le problème ne se pose pas. C'est juste qu'à chaque fois, on a des relations internationales où, il me semble, que les pays occidentaux décident du timing et de l'agenda des politiques. Et ce qui fait que, regardez comment, avant même qu'on arrive à la COP28, beaucoup de pays européens se sont plaints que ça ne devrait pas être le sultan émirati. Ils ont fait du lobbying, mais ça n'a pas marché. Parce que pour eux, dans leur perspective, c'est eux qui doivent décider de ce qu'il faut faire, le timing, le calendrier, et ça n'a pas marché pour une fois. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que dans leur accord qu'ils ont eu, que l'option de sortir des énergies fossiles a été mis à côté. Et ça, c'est une très bonne chose. Pour moi, ça permet au Sénégal d'avoir plusieurs options. Parce que moi, ce que je vois derrière, c'est le potentiel en termes de création d'emplois. Si on exploite le gaz, le pétrole, et de l'autre côté, notre potentiel en énergie verte, que ce soit l'hydraulique, l'éolien et tout ça, pour moi, pour un pays comme le Sénégal, on a vraiment besoin d'être réaliste et d'utiliser toutes les options à notre possibilité, à notre disposition, autant pour moi, et de ne pas, on ne peut pas se permettre d'avoir le luxe de faire comme la Norvège qui a découvert des gisements offshore et qui a décidé de ne pas l'utiliser. Leur niveau de développement leur permet cela. Mais au Sénégal, on a besoin d'utiliser cela. Pour moi, un État, on ne peut pas lui forcer sa politique intérieure ou son agenda en matière de développement. Je rappelle que vous suivez L'Air du Temps, qui reçoit aujourd'hui Hamidou Ba, qui est professeur à l'EGECOM, qui est aussi écrivain et spécialiste de sciences politiques, et Doudou Sarnian, directeur général du bureau d'information gouvernementale. Mais aujourd'hui, si vous faites de ces produits, vous devez les vendre, les commercialiser. Mais si les pays qui doivent l'acheter sont dans l'option de changer de paradigme, de ne pas l'acheter, il va y avoir des problèmes dans le long terme. Mais Alsa, moi je pense qu'il faut qu'on tombe d'accord sur un peu les Pour options. qu'ils ne pas le vendre, de ne pas le vendre. Je disais tout à l'heure 4%, Hamidou dit 2-3%. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on tombe dans le piège des Européens. C'est quoi le piège des Européens? C'est de nous balancer comme ça des chiffres, de nous mettre à la périphérie d'un certain nombre de questions. Non. Aujourd'hui, une chose est sûre. Je pense qu'à un moment, dans les années 90, mais la question la question environnementale a été placée au devant de certaines préoccupations publiques. Après, on est allé à un autre stade sur la question de l'écologie. Aujourd'hui, on est dans le changement climatique. Mais Alsan, nos pays ont une chance d'avoir découvert du pétrole et du gaz. Mais tout le monde sait une chose, que les réserves de pétrole et de gaz, ce n'est pas des réserves inépuisables. C'est dans une séquence temporelle bien déterminée. Ce n'est pas dans la perspective d'un siècle, non, moins que ça. Donc aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous pensons ou nous sommes dans une dynamique d'enclencher un processus de développement qui devrait être profitable à nos populations et qu'on se rende qu'il y ait un tir de barrage. Moi, je pense que peut-être ce qui est la compréhension qu'il faudrait en avoir, c'est que c'est une sorte de tir de barrage ou c'est un sort d'obstacle pour les pays africains. Et je pense que l'intelligence politique de nos dirigeants est manifeste à ce niveau-là. Le Sénégal, moi je prends l'exemple du Sénégal, qui a fait des options sur le pétrole et le gaz, qui se bat avec des majors qui ont des intérêts spécifiques. Si nous prenons l'exemple du gaz, je veux dire, le partenariat qu'on a pu développer avec la Mauritanie, mais c'est un partenariat exemplaire qui est profitable à nos deux pays. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il faut nécessairement changer d'option, changer de paradigme pour en devenir des considérations où la monnaie d'échange va être l'endettement? Et nous savons tous que dans nos pays, nous nous sommes endettés pour nous développer. Le cycle de l'endettement est devenu infernal. Mais ces richesses devraient nous permettre au moins de casser ce cycle. Mais pourquoi les gens voudraient qu'on ne soit pas dans cette logique-là? Je ne le pense pas. Il faudrait qu'on soit assez cohérent dans notre démarche et se dire que c'est un processus qui devrait nous permettre d'avoir un développement partagé où c'est les populations qui sont les principaux bénéficiaires, mais écoute de la manne financière. Mais aujourd'hui, si on n'est pas dans cette logique-là, ça risque d'être difficile. D'autant plus que la dette, comme je l'ai dit tantôt, mais elle est là. Et là, la réflexion à ce niveau-là, c'est de dire exactement, aujourd'hui, nous payons la dette. Mais est-ce que la dette ou le service de la dette ne devrait pas nous permettre de financer notre transition énergétique? Le Sénégal est un champion dans ce domaine-là. Il est à 31% en matière d'utilisation d'énergie propre. Parce que simplement, il y a des investissements massifs qui ont été faits. Et aujourd'hui, mais nous le constatons. Mais si les pays européens nous mettent dans le corset, je pense que ça va être extrêmement difficile. Et il est la responsabilité des Africains de dire non, pour une fois, et d'être dans d'autres perspectives qui devraient permettre de bénéficier de la rente
liées au pétrole et au gaz. Moi, Mais c'est ça. il y a la perspective. Pour Quand moi, on regarde bien aujourd'hui l'Arabie Saoudite, qui est quand même un pays très riche en gaz et en pétrole, peut-être plus en pétrole, qui est en train de développer, de chuter sa diplomatie, son économie dans d'autres secteurs. Le football aujourd'hui est devenu pratiquement une grande attraction pour l'Arabie Saoudite, pour attirer les joueurs, créer d'autres services soft à travers power. le monde, au soft power. C'est du soft Est-ce qu'aujourd'hui nos pays sont dans cette dynamique de prospective au cas où des pays qui devraient acheter le gaz de pétrole disent on n'achète plus? Je Parce pense que que quand il faut vendre à des gens non, qui achètent. le truc c'est que l'utilisation de l'énergie dépend du mode de production. Tant que les modes de production qu'on a actuellement sont là, il y a une réelle demande en énergie fossile. Et parce que tout simplement, le mode de production qui est dominant actuellement, ce qui fait que moi je ne vois pas sur le court terme en quoi on va investir dans l'exploitation de ce pétrole-là et qu'on ne trouvera pas des acheteurs. Sur le court terme, c'est pas possible. Les pays, pourquoi certains pays européens se sont plaints même des Émirats? Mais parce qu'on a vu parallèlement comment le sultan avait une vision des énergies fossiles qui ne leur convenait pas. Ouais, un peu cette condescendance occidentale-là qui continue et qui doivent décider pour eux, en tout cas, qui doit dire quoi, comment, pourquoi et quand, selon leur intérêt. Mais les pays qui sont producteurs de pétrole, on donne souvent l'Arabie Saoudite comme rôle modèle en termes de gestion du pétrole, mais ils ont compris qu'il y a un après-pétrole. Ça, ils l'ont compris depuis longtemps. Comment ils sont en train d'investir sur des clubs, de développer une économie parallèle, mais tout ça, c'est une question d'intelligence économique, d'intelligence politique pour voir quel est le potentiel pour eux, qu'est-ce qu'ils gagnent en retour. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Donc le soft power là, développé avant le Qatar pour la Coupe du Monde. Ensuite, le rush de plusieurs stars de football en Arabie Saoudite. Mais oui, c'est vous qui décidez. Et nous aussi, à notre niveau, on ne peut pas, en matière aussi importante que des questions de développement. Parce que pour moi, on parle de gaz, pétrole, tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le potentiel de développement. Qu'est-ce que ça va apporter comme potentiel emploi pour les jeunes? Comment ça peut être une réponse pour la migration massive? Comment ça peut être une réponse pour l'allègement de la dette? Et en tout cas, pour avoir un plus grand crédit même en matière de possibilités de notation positive. Parce que même à ce niveau-là, la dernière fois, j'ai bien aimé le fait que le président Macky Sall ait dit que même ce système de notation-là pose problème parce que c'est avec des facteurs externes, c'est sur des standards européens qui font que le prix de la dette coûte très cher pour un pays comme le nôtre parce qu'on va te dire tel critère et que tu te retrouves dans l'urgence. Alors que les questions de développement, c'est sur le long terme, c'est de développement structurel. On ne peut pas régler des problèmes pour des millions de personnes là tout de suite. C'est pas possible. Mais est-ce que les choses doivent s'arrêter seulement sur le plan de la dénonciation? Il y a des rapports de force internationaux qui sont là. Il y a ce qu'on appelle aussi, comment on appelle ça, la dépendance de nos pays par rapport à tout ce qui touche à l'extérieur. La preuve, la mer Rouge qui est une autoroute de la mer, qui relie à la Méditerranée et à l'océan Indien, donc l'Europe à l'Asie. Il y a environ 20 000 navires qui transitent chaque année par le canal de Suez. Il y a l'attaque des Houthis aujourd'hui contre certains navires qui font qu'il y a un évitement de cette zone, qui implique des surcoûts, des retards qui pénalisent le secteur de la marche du marché et du commerce. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si cet impact continue, en mois de janvier, si on ne fait pas attention, les prix vont augmenter dans nos pays. Mais Al-Sad, c'est normal. Moi, je voulais être dans l'analyse prospective. Oui, c'est dans l'analyse. Mais en partant de deux principes. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde très bien les choses, on se rend compte que l'Afrique, globale, est dans un processus de décrochage par rapport à un certain nombre de décrochage. Ça veut dire quoi? Non, c'est un processus d'autonomisation sur la base du potentiel en termes de ressources minières que nous avons. Je prends l'exemple du Sénégal. Sur 2023, l'option était de travailler sur une croissance hors hydrocarbures. C'est-à-dire qu'à un moment, on a pensé que le potentiel hydrocarbures a été exploité sur le dernier trimestre, de l'année 2023. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il y a un effet de glissement sur 2024. Mais le Sénégal avait été dans une perspective de se préparer
a eu une croissance hors hydrocarbures. Ce qui montre que le Sénégal est dépendant des majors qui décident ce qu'ils font. Non, Alassane, non, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Sinon, si on est dans cette perspective de dire, écoutez, on peut aller dans une croissance hors hydrocarbures, c'est parce que les fondamentaux de notre économie sont assez solides. Que les ressources que nous avons, à la limite, c'est de l'adjuvant, c'est quelque chose c'est de la plus-value que nous avons. Mais aujourd'hui, l'option n'est pas à 1000% hydrocarbures, non. Et sur la perspective 2024 aussi, on peut se rendre à l'évidence que oui, écoute, les hydrocarbures, c'est vrai, c'est une part importante, mais elle n'est pas prédominante. Une chose. Que dit-on d'un pays d'un pays qui est dépendant de l'extérieur, un pays qui ne produit pas assez, qui est un consommateur de produits importés. Le Sénégal est un pays consommateur importé. Il est à la merci. Le Sénégal est à la merci de la conjoncture internationale. Mais ça, on le sait, on l'a appris. Oui, mais j'en profite moi pour rendre hommage à un de nos professeurs, Amadou Alidjan. Avec notre cours sur l'économie politique, on s'est rendu compte aujourd'hui que nos pays sont extravertis. Mais est-ce à dire, Alassane, qu'il ne faudrait pas réfléchir en termes de vision de développement endogène? On s'est rendu compte d'une chose, Alassane, que dans les années 80, lorsqu'il y avait eu le programme de chômage structurel, qu'est-ce qu'on disait? Moins d'État, mieux d'État. Ça, c'est la vision libérale. Moins d'État, mieux d'État. Mais aujourd'hui, moi, je pense que la perspective, c'est de se dire moins de politique et plus de politique. Tout à l'heure, le professeur a parlé, je ne sais pas, de manière catégorique, de la question des bourses de sécurité familiale. Mais je pense qu'une réflexion prospective aurait pu nous amener à savoir qu'effectivement, en termes d'impact sur le processus de développement local, ce sont de telles initiatives qui viennent renforcer le processus. Autre chose, Alassane, sur le pétrole, mais nous nous sommes rendus compte aujourd'hui que dans le contrat qui nous lie au major, la production devrait tourner autour de 100 000 barils par jour. Mais est-ce qu'on a fait le travail pour savoir exactement quels étaient nos besoins, nous, au Sénégal? Si nos besoins se tournent autour de 35 000 barils par jour, mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un potentiel de développement qui va nécessairement impacter sur le vécu des populations sénégalaises? Moi, je pense que c'est les vraies questions qu'il faut adresser, trouver des solutions. Effectivement, si on est dans cette perspective-là de devoir régler nos besoins en termes de disponibilité, mais ça aussi, il faut se rendre à l'évidence que les autres pays ne pourraient pas peut-être être d'accord sur l'option. Mais le problème, ce n'est pas les questions. Elles ont été posées, ces questions-là. On attend des réponses des gouvernants par rapport aux préoccupations des populations. Un pays qui importe pratiquement tout, qui dépend de l'extérieur, qui a une conjoncture internationale, il est impacté. Est-ce qu'on a changé quelque chose par rapport à ce paradigme? Parce qu'il y a eu beaucoup de débats qui ont été donnés ici au Sénégal pendant la Covid. On va faire ceci, on va faire cela. On a vu les résultats que ça a donné. Pour moi, on a véritablement des dépendances au niveau économique. Et c'est vrai. Pourquoi? La question, c'est pourquoi? Pourquoi? Parce que pour moi, on n'a pas le tissu industriel. On a un secteur primaire et on a sauté le secteur industriel qui n'est pas ce qu'il doit être. Justement, est-ce qu'on peut passer dans ce pays à constater qu'on n'a pas ça, qu'on n'a pas ça, qu'on n'a pas ça, et on ne fait rien? Et il faut investir dans ce sens. On ne fait rien. Pour moi, vous savez, au niveau international, c'est quoi le problème? Les institutions de Bretton Woods partent sur le principe néolibéral. Pourquoi les institutions sont critiquées? Parce que ça soit pour les programmes d'ajustement structurel ou pour le plan Marshall et tout ça. Pape Demba Thiam dit souvent que les institutions de Bretton Woods sont des fabriques de pauvreté. mais parce qu'il y a, au niveau économique, il y a le débat sur comment il faut investir dans la société et quel est le rôle de l'État. Les libéraux considèrent que moins d'État, mieux d'État. Même certains considèrent que certains libéraux ultra considèrent qu'il ne doit même pas y avoir d'État dans les processus de développement, tout ça. C'est ce qui oppose très souvent au niveau idéologique les socialistes et les libéraux. Parce que les socialistes veulent que l'État intervienne sur telle ou telle autre question et les libéraux considèrent qu'il faut laisser la main invisible d'Adam Smith. Et donc, c'est à ce niveau-là. Moi, je considère que pour un pays comme le Sénégal, il faut investir dans toutes les niches où il y a un potentiel d'emploi. Parce que c'est une question qui va se poser. On parle de démographie. Dans 20 ans, 30 ans, on aura de plus grandes tensions. Et il faudra anticiper sur ces questions-là. Et le secteur industriel est un secteur qui crée des emplois. C'est sûr. Maintenant, le problème, c'est que si on a vampirisé nos économies-là, pour des États qui venaient d'être indépendants, il faudra recorriger la direction et investir là où on a un potentiel. Mais ce qui fait que les institutions-là
qui fonctionne sur le modèle ultra-libéral, il y a le consensus de Washington qui est appliqué. Et en réponse, il y a eu le consensus des États-Unis, il y a les États africains, et c'est tant bien que mal quand même à ce niveau-là de s'unir pour peser plus, parce que si vous voyez le système de notation pondérée, de vote pondéré du FMI, les États-Unis représentent 17%, les pays européens, Allemagne, Japon, tout ça, ces pays-là représentent 6%. Et si vous mettez ensemble 32 États africains subsahariens, vous êtes à 3,22%. Ça fait que les déséquilibres au niveau des décisions, on peut décider là-bas des choses qui ne nous arrangent pas. Donc c'est pourquoi la montée en puissance, que ce soit des BRICS, tout ça, c'est de bonnes initiatives. Et pour que chaque État africain, ou les États africains entre eux, comprennent que quand on va dans ces rencontres-là, chacun est là pour défendre ses intérêts. Et les gens juste, voilà, il faut que les gens défendent leurs intérêts. C'est de la réelle politique, c'est ça la règle du jeu. Mais est-ce que c'est pas cette situation de pauvreté en Afrique qui fait qu'aujourd'hui, le manque de leadership dans certains pays africains, qui ont fait qu'aujourd'hui, il y a la montée en puissance des régimes militaires un peu partout, au Mali, ouais, au Niger, c'est le troisième point de notre débat, en Guinée-Conakry, et une reconfiguration du Sahel. Le G5 qui est tombé, aujourd'hui il y a le G3 peut-être qui est en train d'en parler, Burkina Faso, Mali, Niger. Cette reconfiguration, quel est l'impact que ça peut avoir sur le Sénégal? Moi je voulais juste revenir sur la dernière partie de notre discussion. Vous avez parlé de la situation de nos pays. En 2019-2020, il y a eu la Covid. Mais nos économies, je prends l'exemple du Sénégal parce qu'il faudrait peut-être qu'on parle de notre modèle, qui est un modèle assez opérant. Le processus qui a été engagé a permis à notre économie d'être assez résiliente et de soutenir un peu le choc lié à la Covid. Et les initiatives qui ont été prises par le gouvernement ont permis de rétablir la trajectoire initiale de croissance pour nos pays. Donc, quelque part, les initiatives de développement, lorsqu'elles émanent de la base de nos pays, je pense qu'elles règlent une question fondamentale, c'est la prise en charge de la dimension sociale. Ça, c'est évident. Aujourd'hui, ces initiatives devrait être consolidé à tous les échelons. Et peut-être certaines difficultés peuvent jaillir. Vous glissez un peu sur le Sahel. Aujourd'hui, de mon point de vue... Pour la Covid, ça n'empêche pas qu'il y a quand même des dossiers, des dossiers qui sont là, qui sont pas réglés. Il y a quand même des détournements d'argent. Mais la procédure Alassane est en train de se sauver. Je pense que la Cour des comptes a fait un excellent travail. Donc, non, mais c'est vrai, la Cour des comptes, je pense que les gens font de la médiation. Les scandales sont là. Mais écoute, ceux-là, je prends l'exemple du G5 Sahel. Je pense qu'à un moment, nous nous sommes dit que la difficulté que les institutions africaines ou sous-régionales avaient, c'est qu'il y avait un problème d'appropriation au niveau des populations. De mauvaises gestion aussi. J'en disconviens pas. Mais aujourd'hui, je pense que sur le G5 Sahel, on a privilégié la dimension sécuritaire en oubliant une chose, la dimension économique. Si on était dans ces deux leviers, je pense que quelque part, on aurait pu trouver une solution transitoire. Mais le drame, c'est que, écoute, c'est une situation qui est là. La menace djihadiste, elle est extrêmement virulente. Elle est envahissante. Et nos pays n'ont pas la capacité de manière individuelle de faire face à cette menace-là. Et aujourd'hui, le Burkina, s'il y a un coup d'État, c'est simple parce que les gens ont pensé que l'institution politique qui était là-bas n'était pas capable de régler la question. Au Mali, c'est la même chose. Au Niger, il y a eu un coup d'État par rapport à Bazoum. Bazoum, tout le monde sait que, écoute, c'est quelqu'un, c'est un condisciple de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, qui a été au Sénégal, qui aujourd'hui a été président de la République du Niger. Mais malheureusement, il y a un coup d'État qui est venu freiner un peu l'élan démocratique dans ce pays-là. Mais c'est une question qui est ouverte, où chacun d'entre nous devrait véritablement donner des éléments d'argumentation qui pourraient être profitables, mais en ayant en repérage une préoccupation importante, celle de la jeunesse. Si on ne parvient pas à régler cette question-là, je pense qu'on soit dans toute option de développement, la conséquence sera qu'il va y avoir un changement de l'orientation. Mais est-ce que dans ces pays, la question de la mauvaise gouvernance n'est pas au cœur de la réaction de ces militaires qui ont pris le pouvoir, un peu partout en Afrique? Oui. La gestion de l'argent public pillé par les dirigeants. Il y a beaucoup de travaux qui montrent effectivement que la grogne populaire vient du fait que les gens considèrent que les questions de développement ne sont pas prises en compte du fait de la malgouvernance, des réseaux de corruption. Il y a des travaux, il faut voir, Giorgio Blundo a fait beaucoup de travaux, par exemple, sur ces questions de corruption en Afrique, notamment sur le détournement des marchés publics et tout ça, en prenant le cas, par exemple, le Niger en fait partie, le Bénin, le Sénégal, tout ça, sur les marchés publics. Et pour moi, ce n'est pas seulement ça la question. La question, c'est même la nature de ces États depuis les années 60.
On a eu, si on compare l'apparition de l'État ailleurs et ici, ailleurs, notamment en Occident, la dynamique de l'Occident de Norbert Elias, l'État a fait des siècles pour arriver à un processus de maturation. Vous voyez? Sur des siècles, on a eu, par exemple, il explique l'Empire carolingien, comment ça a commencé au bas Moyen-Âge, jusqu'à la fin du 15e et au début du 16e siècle, avec l'apparition des premiers États. Et malgré cela, pourtant, on parle d'États qui sont inachevés en Europe. Par exemple, l'Allemagne, où on parle d'États régionaux, l'Italie, ou l'Espagne, où on voit des poussées, par exemple la Catalogne. C'est pas la conception occidentale de l'État. Non. Qui n'a rien à voir avec la culture africaine. Hein? Non, il y a ce débat aussi entre Bertrand Badi et Jean-François Bayard sur la greffe de l'État, l'État importé avec Pierre Birnbaum. Ils ont fait un excellent livre sur la sociologie de l'État en Afrique où ce débat-là est posé. Et moi, je considère que nos États, originellement, n'ont pas fait le processus de maturation qu'on a. 2 siècles, 3 siècles quand même, sur 6 siècles, c'est différent des États qui sont apparus entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et 1960. Et ça fait qu'il y a des confusions entre les modèles de gestion antérieurs à la colonisation, les royautés, les chefferies, tout ça, qu'on a vu l'Empire du Mali, l'Empire Moussi, tout ça, l'Empire du... Voilà, tout ça, et un modèle étatique qui doit être dépersonnalisé. C'est-à-dire que le modèle étatique ne doit pas fonctionner sur la confusion comme on voit Medbourg. Cette confusion-là qu'on voit partout, l'État fonctionne différemment. Et comment on a vu des gens qui sont venus et ont décidé que l'État c'était eux, comme Napoléon à l'époque avait dit, dans un autre contexte, cette confusion-là nourrit, lorsqu'il y a à un moment donné, des frustrations, qui fait que les gens pensent que les militaires doivent être la solution, alors que pour moi, ils ne sont pas la solution. Il est arrivé des moments où, historiquement, dans des empires, j'en débattais dernièrement avec un de mes grands, qu'il y a eu un leadership militaire éclairé, le cas de Jules César, par exemple, historiquement, mais que ce n'est pas toujours la réponse. Et on a eu au Ghana aussi des cas, mais à part ça, quel a été ce leadership-là qui a réglé des problèmes structurels? Moi, je n'en vois pas. Est-ce que la question de fond n'est pas une question de leadership, de mauvaise gestion, de problème de gouvernance des dirigeants africains de façon globale qui n'ont pas su impulser à leur pays un développement durable et surtout équitable? C'est pas ça la question de fond avant de répondre à la question, je voudrais peut-être dire au professeur qu'une des difficultés majeures que nous avons dans nos pays, c'est qu'on a, nous, notre référence, je veux dire, elle s'inscrit dans la longue durée. Je pense que c'est vrai, ce qui s'est passé dans la Grèce antique, je pense que c'est vrai. C'est des éléments juste qui nous permettent d'avoir un tableau pour analyser, une guide d'analyse. Mais aujourd'hui, sur la question militaire, j'en veux pour preuve un article que j'ai lu dans la presse française hier sur un président d'un pays que je ne vais pas citer, mais qui aurait dépensé, c'est un militaire, près d'1 million d'euros pour des costumes. Le président tchadien, Mohamed Tchad. Ça, c'est une question. C'est grave. Mais c'est une question extrême. Mais c'est une question, je veux dire, extrêmement importante. Est-ce que c'est pas justement ces comportements qui amènent aujourd'hui à la jeunesse africaine à se révolter contre leurs dirigeants? Au lieu de s'occuper de leur pays, de leur jeunesse, ils vont à Paris pour se faire des costumes, faire des Hermès, avoir des parfums qui coûtent énormément d'argent, là où les populations ont besoin peut-être de 100 euros pour avoir un puits. C'est une question de conscience individuelle. Je pense qu'aujourd'hui, Alassane, vous avez fait la France. C'est pas la faillite mais effectivement, c'est la faillite d'une élite africaine. Aujourd'hui, moi je suis d'avis que la jeunesse africaine, elle est assez consciente. Elle s'inscrit dans une perspective assez intéressante. Et je ne pense pas que ces jeunesses-là puissent créer des situations qui pourraient être préjudiciables à la survie de nos États. Non. Cette jeunesse, elle est en avance sur nous. Parce que simplement, ils ont eu le temps, ces jeunes-là, d'analyser la situation, de dire quelles ont été les causes de l'échec dans la mise en œuvre. C'est qu'ils ont plus d'exigences. Mais effectivement, et aujourd'hui, on a l'obligation de tenir compte de leurs préoccupations. La preuve au Sénégal, mais un Sénégalais sur deux à 19 ans, cette jeunesse-là, c'est l'avenir? Non, je ne le pense pas. Cette jeunesse, c'est le président de ce pays.
Et aujourd'hui, sur le plan de la réflexion stratégique, sur le plan du positionnement, sur le plan de l'ambition, nécessairement, il faudrait qu'on compte avec cette jeunesse-là en termes de vision de politique. Sinon, ce serait peut-être un échec patent. Et je ne pense pas que la responsabilité de nos dirigeants aujourd'hui, mais c'est d'en arriver à cette situation-là. Mais le problème fondamental, c'est qu'on a fait l'analyse, le diagnostic est là. Tout le monde sait pourquoi ça ne va pas. Mais personne ne fait rien pour que ça change. C'est ça le gros problème. Parce que même ce qui se passe... On a l'impression que dans ce pays, dès qu'on pose le diagnostic, les choses sont réglées. Regardez. Quelles sont les actions qui sont mises en place pour changer l'avenir de la jeunesse de ce pays? Vous parlez de façon concrète. Pour juste donner un exemple très, très, très intéressant, le colonel Damiba qui a été déposé a écrit un excellent mémoire sur les problèmes que pose, par exemple, le djihadisme, le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Il a fait une bonne typologie. Moi, c'est un livre que j'ai lu, que j'ai bien exploité. Pourtant, il a été au pouvoir, aussi déposé. Pour dire quoi? Il y a un recyclage d'une élite qui fait que il y a le renouvellement pose problème. Le comprador. Et les exigences. Et pour moi, ce qui est intéressant dans un chaos ou ce qui est intéressant dans une crise, c'est que ça nous permet de voir ce qui ne marche pas. Pour moi, l'élément le plus important dans une crise politique il y a des crises salvatrices. C'est ça? Mais d'une crise, on doit tirer les leçons. Et savoir que, par exemple, comment on va faire pour éviter, par exemple, les détournements de deniers publics. Et tirer les leçons, parce qu'il y en a eu. C'est-à-dire que le déjà là, ce qui a déjà fait, est déjà fait. Maintenant, ce qui nous reste, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'on a vécu. Et capitaliser sur ça, faire des lois, mais créer des systèmes de recouvrement efficaces, développer des partenariats et des coopérations avec les paradis fiscaux, qui sont le problème, en partie, pour faire en sorte que cette chose-là, qui est déjà arrivée, n'arrive plus. C'est-à-dire que, pour moi, c'est les grandes décisions, et s'il y a des élites, pour moi, la sanction, dire à quelqu'un, on va l'amener en prison, quel est l'impact d'amener quelqu'un en prison? Alors que nous, ce dont on a besoin, c'est de recouvrer, s'il y a véritablement quelqu'un a pris de l'argent public, on reprend cet argent-là. Au lieu de l'emprisonner, mais faisons travailler cette personne. Moi, je suis dans une logique au-delà de la simple punition qui fait que cette personne-là a fait du tort. Cette personne, la justice doit corriger simplement, corrective. Pas de la punition juste comme ça, mais on reprend notre dû, on investit et on tire les leçons de ce genre de situation pour que ça n'arrive plus. C'est-à-dire que les élites, pour moi, ont pris en otage beaucoup d'États qui sont institutionnellement très faibles. Et quand je regarde, j'ai eu à faire des entretiens même avec des gens qui sont au Niger, qui sont un peu proches, qui ont été, qui sont au cœur de... C'est des choses qui reviennent. Pour moi, il faut tirer les leçons. Mais vous avez parlé d'une notion importante, moi qui me fait un peu peur, c'est la notion de bourgeoisie compradores. Oui. Ça, la bourgeoisie comprador. Comprador, effectivement. Donc ça, d'Antonio Gramsci. Franchement, ça c'est une question qu'il faudra nécessairement éviter dans ce pays. Mais, il y a trois notions. C'est la notion de bourgeoisie, c'est la notion d'élite et la notion de classe moyenne. Aujourd'hui, dans nos pays, il y a une sorte d'émergence d'une classe moyenne. Mais il faut faire en sorte complètement que cette classe moyenne... Mais non, attention, non, aujourd'hui, on est dans un processus qui est assez évident, mais c'est normal. Mais il faut faire en sorte que cette classe moyenne-là ne soit pas dans une stratégie... c'est les grandes surfaces. De captation, effectivement. Il ne faudrait pas que cette classe moyenne ne soit pas dans une stratégie, mais de captation de nos ressources. Si elle capte ces ressources, je pense qu'on sera dans une logique d'inversion de nos processus de développement et sera préjudiciable aux populations locales. Et aussi, il faudra travailler sur la déconstruction de nos imaginaires et de nos rapports au pouvoir. Je donne un exemple. La France, que ce soit la France a un rapport hérité de Napoléon, malheureusement. Et qui fait que le président est considéré non pas comme un président de la République, mais comme un roi. Vous voyez comment... quand vous regardez les fiches au niveau protocolaire, comment une visite d'État est organisée, visite de travail, tout ça, et vous comparez à la Fédération suisse. Allez prendre le rapport que les pays scandinaves ont, la Suède, les Vikings, comment le rapport qu'ils ont au pouvoir, et vous comparez. Je pense qu'il y a cet aspect-là qu'il faudra travailler à déconstruire aussi. À la culture de chaque pays. Oui, c'est pourquoi je dis qu'il faut déconstruire. Par exemple, parce que ce que vous voyez en Norvège, Eva Joly, vous vous souvenez, a fait un scandale parce qu'elle a plus la culture française et qu'elle est aussi norvégienne.
Et les revenus de voyage, elle a pris avec l'argent public un taxi et ça a fait un scandale. Parce qu'elle a pris un taxi. C'est un rapport au pouvoir, c'est un rapport à tout ça qu'il faudra aussi mais je pense que voilà, vous avez raison, déconstruire, ça, se travaille. C'est dommage, le temps que nous avons terminé, c'est dommage. Merci à Doul Sarnian, qui est journaliste et directeur général du BIC, Bureau d'information gouvernementale. Merci aussi à Amidou Sambaba, qui est professeur chargé de cours en sciences politiques et écrivain. À la technique, Amadissi Miko Alsan Sambo Diop. Excellent dimanche à tous.